dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, jusqu'à 10h30. Merci de votre fidélité. Si vous nous écoutez à la radio, c'est sur la 89.5. Si vous êtes à la télé, vous êtes forcément sur les différents bouquets Canal+, et Star Times. Merci de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Vous êtes sur Meta, vous êtes forcément sur Kavi TV, le groupe Kavi Média et Ganga RTV qui relaie aussi cette émission sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez nous suivre à travers la radio et la télévision sur notre application mobile Kavi Média disponible sur Play Store et App Store. Vous pouvez nous suivre partout dans le monde. Au menu de ce matin, le président de la transition décrète 3 jours de deuil national en hommage aux victimes du mouvement de foule survenu au stade de Sérékoré ce dimanche. Un drame qui a coûté la vie à 56 Guinéens avec de nombreux blessés. À compter de ce mardi 3 décembre 2024, le drapeau national sera en berne pendant cette période sur l'ensemble du territoire national dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée. Le gouvernement annonce des enquêtes pour situer les responsabilités. Dans la journée d'hier lundi, le Premier ministre Amadou Riba, à la tête d'une délégation, était à Sérékoré. Il a présenté au nom du chef de l'État les condoléances des autorités guinéennes, indiquant également la prise en charge effective de toutes les victimes par l'État guinéen. On en parle de nouveau ce matin. C'est peut-être à la fin d'un long feuilleton judiciaire. Le verdict est tombé dans l'affaire de 15 millions de francs guinéens pour la construction du siège de l'Assemblée nationale. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, est condamné à 4 ans de prison et au paiement d'une amende de 10 millions de francs guinéens. La décision est tombée dans la journée de ce lundi à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Quant à Michel Kamano, premier questeur, il écope de 5 ans de prison et d'une amende de 4 milliards de francs guinéens avec la saisie de tous ses biens. Zénab Kamara, deuxième questeur, accusé aussi dans cette affaire, a été simplement acquitté par la Cour de répression par la CRIEF. Nous irons aussi au Sénégal. Dans la dernière partie de cette émission, le Premier ministre Ousmane Sonko fait son choix entre la primature et l'Assemblée nationale. Le patron du PASTEF a déposé sa lettre de démission de l'Assemblée nationale hier lundi. Sonko souligne qu'il veut entièrement se consacrer à la primature. Le Premier ministre sénégalais justifie cette décision par la nécessité d'accompagner le président Bassirou Diomaye Faye dans la poursuite des réformes engagées. Décision qui révèle une autre forme de gestion activée par le PASTEF. Il n'est pas seul. L'ancien président Macky Sall, bien qu'élu à l'Assemblée nationale, a aussi déposé sa lettre de démission. Malick Ndiaye est donc le nouveau président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Âgé de 41 ans, l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a la lourde tâche de conduire une Assemblée nationale en pleine refondation. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce mardi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Vous êtes nombreux à nous écouter du côté de Bofa, à nous regarder partout à Conakry dans le monde. Merci de votre fidélité. Vous êtes dans votre émission, le scanner de Kavi Média, qui vous parvient chaque jour du lundi au vendredi avec les débatteurs autour de moi pour en tout cas vous aider à comprendre l'actualité majeure. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va ce matin? Bah ça va.
Dieu merci. On se maintient. Mohamed Leba, bonjour. Mohamed Ba, bonjour. Je pense à Mohamed Leba ce matin. Oui. Mohamed Ba, le PM, bonjour. Je ne sais pas si vous commencez à douter de ma capacité au niveau de la primature, que vous voulez me retirer mon poste, mon statut de PM, je ne sais pas. Mais bonjour Abdallah, bonjour à tous. Un bonjour particulier du côté de Kindia, ces universitaires. N'oubliez pas que le club d'écoute de cette émission commence à grandir. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus écoutés sous les pieds du Mont Gangan, au niveau de l'université de Sonfonia, avec ce café des jeunes étudiants, géré par un certain Mamadou, donc qui n'ont pas hésité à nous faire signe. Donc un coucou particulier du côté de Foulaya, c'est à Kindia. Donc Kindia, hein? Ah oui, Kindia, si tu me fais parler de Kindia, on va durer. Donc je préfère m'arrêter à Koulaya. Si vous voulez une émission spéciale sur Kindia, sur l'agriculture, sur tout ce qui passe par rapport aux jeunes, vraiment étudiants, le banc de lamentation du côté de Kindia, si vous voulez qu'on parle de cela, on peut y aller. Non, on ne va pas parler de Kindia. En tout cas, merci à tous ceux qui nous pratiquent du côté de Kindia, Foulaya, Colentin. Vous êtes nombreux dans Sougueta. Ils sont trop nombreux. C'est pourquoi je ne veux pas ouvrir Africa la brèche. vous voulez? Allez, tu t'arrêtes là. D'accord, ça va. Parce qu'il y en a assez. En tout cas, il faut le dire. La Guinée est toujours en deuil, il faut le dire. Yahya Diallo, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a décrété un deuil national de 3 jours suite aux événements tragiques du stade de Nzérékoré, stade 3 avril. Événements qui se sont produits, c'était ce dimanche même du côté de Nzérékoré. Absolument, nous en parlons parce que, vous l'avez rappelé, c'est des événements tragique et qui afflige toute une nation. La Guinée aujourd'hui tout entière, de tous les coins, nous sommes tous touchés par ces événements douloureux qui se sont déroulés au niveau du Nzérékoré. Nous en avions parlé hier sur un certain nombre de choses. Quand nous préparions le journal, on s'était posé de questions, est-ce qu'il fallait intégrer effectivement cette information. Parce qu'on l'avait déjà dans les tuyaux. Ou cette annonce du PM. Du PM, puisque ce n'était pas officiel. Effectivement, on avait pris toutes les précautions pour tenir comme telle l'information et la faire passer. Et bien finalement, ce qui a été confirmé par un décret présidentiel, parce que c'est tout à fait normal, au regard de la dimension de ces événements tragiques, je crois qu'il était nécessaire qu'on puisse procéder à ce décret de deuil national durant ces 3 jours-là. C'est tout à fait normal. Des Guinéens ont perdu la vie. Je crois que c'est une autre forme de compassion, au nom de cette fois-ci, au nom de toute la nation. Et je pense que ça peut, dans une certaine mesure, apaiser le cœur et de dire que l'État est là. Ensuite, il y a un certain nombre de choses aussi qui doivent entrer en compte, notamment la mise en place d'une enquête judiciaire qui doit pouvoir déterminer ou établir tout au plus la responsabilité des uns et des autres. Ce sont des éléments qui peuvent à un certain niveau rassurer, appuyer les cœurs et puis voilà, créer cette confiance-là entre les victimes et naturellement l'État à travers ses organisateurs, les administrateurs et tout ce qui s'en suit, puisque c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Donc tout cela peut permettre naturellement de calmer les ardeurs et de procéder à une décantation beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus logique, qui peut amener effectivement les uns les autres à renoncer à tout ce qui est ressentiment, parce que tout simplement il y a eu de morts. On a reçu beaucoup de chiffres en ce qui concerne ce nombre de morts. On s'en tient à la version officielle qui est 56 morts. Jusqu'à date, certainement les choses ont évolué puisque nous attendons incessamment le communiqué du gouvernement, son deuxième communiqué, parce que le premier date d'hier. Il y a une équipe gouvernementale qui s'est rendue au niveau des Nzérékoré, conduite par le premier ministre chef du gouvernement, M. Baouri, accompagné du ministre secrétaire général de la présidence, un certain nombre de ministres. Je pense qu'ils ont touché du doigt à la réalité. C'est ce que nous disions hier. Il fallait effectivement qu'on ait des informations fiables. Ils ne se sont pas contentés d'un certain nombre de rapports venant de Nzérékoré. C'était tout à fait logique qu'une équipe gouvernementale puisse être là-bas. Et c'est le Premier ministre, c'est bien, ça tombe bien, c'est le chef du gouvernement. On n'a pas besoin d'appeler un département pour avoir des informations. Il y était, il a su quand même
touché du doigt de la réalité à travers un certain nombre de médecins qui y sont, mais aussi le ministre de la Santé aussi nous apprend qu'il y était, Dieu en l'occurrence. Donc, ça veut dire tout simplement que on a tous les ministres qu'il faut pour connaître des informations fiables. Je pense que c'est nécessaire, c'est important d'accélérer de ce côté-là pour connaître des informations en fonction de l'évolution de la situation. Il y a eu quand même, il y a à peu près 20 heures depuis le premier communiqué. Les choses doivent évoluer et c'est en cela que nous attendons notre gouvernement. Et je pense que c'est tout à fait logique aujourd'hui que les uns et les autres se ressaisissent par rapport à tout ce qui s'est passé ici. C'est des Guinéens qui ont perdu la vie. Tout le monde est affecté. Nous n'y étions pas, mais nous sommes affectés dans ce studio. Et je pense qu'il en est de même pour toute personne Saint-Esprit qui sait à un certain niveau quand la mort frappe, puis il n'y a pas une personne pour intercéder. Et puis voilà, je crois qu'il faut l'accepter comme tel. La manière avec toute cette horreur que nous avons pu constater à travers les images que nous avons reçues ici, beaucoup de choses ont été soulevées. Beaucoup de choses ont été soulevées. Je pense que si les éléments concordent à tout ce que nous avons entendu ici, il est naturellement possible qu'on puisse quand même interpeller les organisateurs, mais aussi les administrateurs locaux au niveau des Erékoré. C'est fondamental. Il n'y a pas mille chemins à suivre. Je pense que au dire de certains témoins, il y a effectivement une défaillance au niveau du maintien de l'ordre. Et je pense que là, il faut qu'on essaye de voir qu'est-ce qui se passe réellement, mais aussi ceux qui ont initié une telle initiative, parce que tous les éléments étaient réunis pour dire attention, ce stade-là ne pouvait pas contenir un tel nombre de personnes. Avec le portail que nous avons vu ici, avec la cour que nous avons pu constater ici, alors qu'en réalité, la majeure partie des jeunes gens qui étaient, c'était de mineurs. On nous a appris cela. Depuis hier, c'était de mineurs et c'est ce qui expliquait cela aussi. L'utilisation excessive du gaz lacrymogène, c'est ce qui a quand même mis tout dans l'eau, c'est ce qui a créé cette débandade mortelle. Et je pense que là, on a besoin naturellement de situer les responsabilités. Et je crois que ça nous permettra naturellement, je parle à l'État de pouvoir accélérer les choses et de rétablir la justice. C'est tout ce que nous attendons. C'est un accident mortel, c'est des incidents, comme on l'a dit de l'autre côté au niveau du gouvernement. C'est là aussi, on constate déjà il y a une guerre de communication au niveau de la RTS. On parle des incidents malheureux ou tragiques. De l'autre côté, le Premier ministre parle d'une tragédie. Donc il y a tout cela, qui se passe. Mais l'un dans l'autre aujourd'hui, on comprend les gens, on a besoin d'apaiser et c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, en attendant que l'État puisse jouer entièrement ce rôle. Et c'est en cela que nous allons revenir encore une fois sur la communication de la diaspora forestière, si le temps nous le permet, pour pouvoir voir effectivement quelques éléments quand même qui sont énumérés dedans et qui méritent d'être pour soulevés. le moment, sur quelques éléments. Pour le moment, il faut faire très attention aux communications. Comme l'a dit la haute autorité de la communication, il faut traiter toutes ces informations avec plus de responsabilité et de professionnalisme. Donc, comme tu l'as dit à l'entame, on va s'en tenir aux communications ou à la communication officielle du gouvernement. Peut-être que dans l'après-midi ou dans la journée, il y aura certainement, selon mes informations, un deuxième communiqué ou plus tardement. Mais nous sommes en communication de crise, comprenez un peu. Nous ne sommes pas à Erékoré, mais les informations que nous recevons de ce côté, il est, comment je peux dire ça, il est du devoir. Et il est du devoir pour nous de faire très attention. Très attention, c'est vrai que les uns et les autres ont leur, comme tu l'as dit, leur part de vérité, ont leur raison en gros. Mais il faut faire très attention parce que ce sont des vies qui sont en jeu. Je ne sais pas, en fait, non, je te comprends déjà. C'est pourquoi j'ai dit quelques éléments. Bien, j'ai lu. Les quelques éléments dont je voulais faire comprendre, c'est les exigences quand même qui ont été formulées. Oui, ça revient. Je parle à ça, je parle de cela. On revient à la même chose. Parce que dans ces exigences, tu ne peux pas prendre deux exigences et laisser les autres. Si on doit les prendre, on doit les prendre toutes. Donc c'est pourquoi je dis on va faire très attention. On les prend toutes, il y a déjà certains qui sont déjà donc c'est pourquoi il faut faire satisfaits. Moi je voulais juste créer cette comparaison. On va éviter de comparer. C'est des morts, c'est des cas de mort, on va éviter des comparaisons. On met bas le PM, vous avez aussi suivi ce décret du président de la transition et surtout ce déplacement du Premier ministre Amadou Riba du côté de Nzérékoré, très affecté par ce qui est arrivé de ce côté à ses côtés. Amadou Riba, je parle du Premier ministre, le général Amara Kamara, qui était il y a quelques semaines seulement, si je ne me trompe.
Exactement, c'est une réalité. Nous avons suivi cela depuis quelques minutes, quelques heures, quelques quarts d'heure après cet incident du côté de Zérékoré dans le stade de 3 avril. Nous avons suivi la communication d'abord sur les réseaux sociaux, des différentes images qui ne font pas vraiment honneur à notre pays, vraiment honneur à nos autorités, mais également ne peut pas faire honneur à tous ceux qui aiment ce pays. Du côté de Zérékoré, nous avons vu la communication du Premier ministre et on a été pressé de voir ce qui allait vraiment sortir sur la télévision nationale hier par rapport à cette visite du Premier ministre du côté de Zérékoré qui était là pour s'enquérir de ce qui s'est passé, mais aussi vraiment présenter les condoléances les plus attristées aux familles victimes, aux différentes familles qui ont été endeuillées, qui sont endeuillées d'ailleurs, et que on pensait encore que cela pouvait être encore beaucoup plus, nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations au-delà de tout ce qu'on a suivi depuis les premiers communiqués en début de journée à travers le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, et qu'on on pensait mieux, mais bon, aucune image du côté de Zérékoré n'a filtré, en tout cas jusqu'à maintenant, de communication officielle, on n'en a pas eu. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, mais ce qui reste clair, on est tous convaincus que ça ne va pas à Zérékoré, ça ne va pas parce que quand on est endeuillé et qu'on se retrouve devant des dizaines de personnes qui ont perdu la vie, qui sont sorties de leur maison, pas pour aller danser, pas pour aller faire la fête, c'était juste aller dans un stade, dans un temple de sport, temple de football de la région de Zérékoré, pour pouvoir vivre cet événement, parce que c'est pas tous les jours dans des localités comme ça qu'on assiste à des événements d'une telle envergure organisés par les autorités centrales depuis Conakry. Mais malheureusement, ce déplacement n'a pas permis à d'autres de pouvoir se retourner et rejoindre leurs familles respectives. Cela n'a pas été le cas. Au finish, on enregistre des morts et encore des morts, malheureusement, dans cette partie de la ville. Ça réveille de mauvais souvenirs et dans cette partie de la Guinée. On le disait il y a quelques jours avec un de nos invités où on parlait de la poudrière de ce côté du pays. C'est difficile, on ne veut pas qu'on parle de certaines choses, mais il y a le vécu et il faut faire allusion à certaines choses afin de surmonter d'autres obstacles qui pourraient se dresser devant des personnes qui sont impliquées dans le cadre du travail bien fait. Et on le sait très bien, 2013, les images de 2013 sont dans les différentes têtes, on ne l'a pas oublié. Les images de 2020 sont encore là et qu'on espère, les autorités ont essayé, parlent de la mise en place d'une commission d'enquête pour pouvoir poursuivre vraiment, de chercher à savoir ce qui s'est passé. Et puis voilà, c'est ce qu'on dit le plus souvent. Mais moi, je me demande toujours qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'on soit appelé à mettre des commissions d'enquête sur place, sachant qu'il y a des gens assermentés qui ont cette expertise, qui ont le talent, qui n'ont rien d'autre comme boulot, comme activité professionnelle que de mener des enquêtes sur le terrain. Donc je pense que ces enquêtes peuvent permettre, ceux qui sont dedans, qui suivent l'évolution, peuvent mener à bon port ces différentes enquêtes. Et qu'il faut aussi comprendre, c'est dans le cadre de pouvoir réussir à mettre en place ou à poursuivre ces enquêtes, ce sont des éléments sur le terrain, des éléments qu'on trouve sur le terrain. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que le stade de Zérékoré doit être complètement encerclé, mais il le faut, c'est-à-dire empêcher tout un chacun d'y accéder. C'est un terrain, c'est un site vraiment qui doit nous permettre d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé. Il y a tout ce qu'on est en train de dire. Il y a le contenu de communiqué. Il y a ce qu'on a mis dans ce communiqué officiel des autorités du pays, mais il y a des réalités aussi qu'on peut voir. Parce que ce communiqué a été fait quand on le disait, on n'était pas sur le terrain, dans le terrain de 3 avril de Zérékoré. Beaucoup de choses sont passées. Il y a eu des morts. Ça, on est tous convaincus de cela à travers les autorités. Il y a eu des morts. Aujourd'hui, c'est qu'on se demande, aujourd'hui, est-ce que déjà on a parlé dans le communiqué, on a parlé de bilan provisoire. C'est provisoire. Mais ce qui est sûr, je ne sais pas si je peux oser me le dire ça, que ce bilan ne va pas
augmenter. Je suis convaincu. Je souhaite, pardon, que ça c'est ce qu'on souhaite. C'est qu'on souhaite que ça ne s'augmente pas, que ça ne, qu'on ne va pas de 50, de 56 à au-delà, parce que déjà c'est beaucoup. Et imaginez, c'est pas loin de 50% de ce qu'on a enregistré officiellement du stade du 28 septembre. Le stade du 28 septembre 2009, c'est combien? C'est 156 morts. Et là, vous savez, c'est que cela a encouru pendant la décision finale. Ça nous a amené à combien de condamnations de plus de 20 ans, des gens qui sont encore recherchés ou je ne sais encore quoi. Même si ce n'était pas dans le même contexte. Ce n'était pas dans le même contexte. On parle d'un terrain, c'est pour voir jusqu'où c'est la gravité que j'essaie de ressortir là, jusqu'où c'est grave ce qui s'est passé du côté de Zérékoré. Et aujourd'hui, est-ce que tous les parents, aujourd'hui, ont eu accès au corps des enfants? Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, est-ce que dans les conditions normales, je ne sais pas si c'est fait ou pas, mais est-ce qu'on a commencé à restituer les corps aux parents? Si cela a commencé, les enquêtes qu'on va mettre en place, sur quelle base on va mener ces enquêtes? Comment on va revoir? Est-ce que tous ceux qui sont morts, c'était lié aux bousculades? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres objets qui ont été utilisés? Je ne sais pas, mais si on restitue les corps maintenant, est-ce que cela va faciliter les enquêtes? Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais ça nous pousse à poser des interrogations afin qu'on arrive à comprendre que même si on n'est pas du corps, même si on n'est pas agent de ce qu'on appelle de policiers ou gendarmes, qu'on peut permettre à d'autres spécialistes en la matière de pousser des réflexions pour arriver à un bon résultat. Donc pour moi, le stade de Zérékoré, je ne dirais pas l'expression d'être mis sous scellé, mais ça devrait être vraiment encerclé pour nous faciliter les recherches sur le terrain. Parce que un petit objet peut être ramassé sur le terrain et ça change complètement la donne par rapport à l'enquête. Des corps aussi, des traces sur le corps, ainsi de suite, ça peut nous permettre. Donc moi je pense, ces situations-là, si elles ne sont pas gérées, ça pourrait être vu ou interprété autrement ou d'autres choses arrivent. Parce que vous cherchez, vous savez que vos enfants étaient au stade, ton ami était au stade, le voisin était au stade, vous étiez ensemble, au finish on n'arrive pas à retrouver le corps. C'est des trucs, c'est des suppositions, mais il faut qu'on pousse l'État à comprendre qu'on doit prendre à bras le corps la situation de Zérékoré, parce que ce n'est pas une petite affaire. Une petite affaire, pourquoi? Parce qu'il y a plus de 50 morts. Il n'y a pas plus de 50 morts parce que également c'est organisé par les autorités. Si ce n'est pas organisé par les autorités, mais ça a été soutenu par les autorités, c'est-à-dire l'organisation de ce tournoi, et qu'il y a eu de la mobilisation tant au niveau régional qu'au niveau national, parce qu'on est venu de Conakry, on est venu de l'Abbé afin d'assister à cette fête qui malheureusement est devenue autre chose. Donc il ne faut pas oublier, ce dossier doit être traité dans les conditions les meilleures pour qu'on arrive à comprendre réellement ce qui s'est passé. Et pour cela, ça va nous permettre d'endiguer autre chose. Également, ce que je pourrais dire, pour moi, ces différents décrets, ces différents communiqués qu'on a lus devraient être accompagnés par d'autres choses. Autre chose comme quoi? Ce sont des organisations, des manifestations, des matchs de football. Pour le moment, pour le CNRD, on devrait surseoir à cela jusqu'à qu'on arrive à voir clair ce qui s'est passé du côté des Zérékoré. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on ne sait pas l'organisation, est-ce que ce qui organise maîtrise la situation? Ils vont dire oui, nous maîtrisons. Mais ce qui s'est passé du côté de Zérékoré, il y a eu toute la mobilisation du côté des différentes autorités, tant au niveau régional qu'au niveau national. Ça s'est passé comme ça. Donc, autre manifestation ou autre marche, on organise, parce que le jour même, on parlait de cela, il y avait d'autres événements liés à l'organisation des matchs de football ici à Conakry, et on a passé les images là au niveau sur la télévision nationale. Donc, c'est de faire attention. Si on ne peut pas demander vraiment d'arrêter, mais c'est de surseoir et mettre ça sous la responsabilité des personnes compétentes en matière d'organisation des événements vraiment d'une telle ampleur. Parce que nous savons d'où la première mesure, 3 jours de deuil national. Il faut encore expliquer ça aux auditeurs et téléspectateurs qui comprennent quand on est en deuil national, des manifestations de la sorte ou des cérémonies de la sorte, on doit surseoir. Mais Abdallah, là... Après 3 jours, maintenant, il faut élargir, comme tu l'as dit, cette décision à des mois, à des semaines, mais de façon officielle. Mais ça, Abdallah, c'est toi qui le dis. C'est ce que je dis, c'est une proposition. C'est ce que je dis, exactement. Et ça ne devrait pas, dans les conditions normales, il y a des hommes expérimentés qui sont dans les différents départements, qui sont à la présidence, qui sont un peu partout, qu'on l'appelle conseiller. On ne devient pas conseiller qui le veut. On est conseiller, c'est lui qui le mérite, c'est-à-dire c'est lui qui a l'expérience par rapport à un secteur donné. C'est pour cela on a l'équivalent presque le nombre de départements ministériels de conseillers pour le président, parce que quand on parle de déplacement, qui doit conseiller? Quand on parle des mines, qui doit le conseiller? Quand on parle de commerce, qui doit le conseiller? L'ensemble de tout ça nous permet permet au président d'avoir la lucidité par rapport à un sujet donné. Mais si cela n'est pas fait, ça devient compliqué.
l'expression de, quand on parle aujourd'hui de deuil national, pratiquement, qu'est-ce que cela n'empêche pas les uns et les autres d'aller au boulot. Les départements ministériels sont remplis. Et puis voilà, le drapeau est en berne aujourd'hui. Cela veut dire que le pays est affecté, le pays est touché. Dans les conditions normales, on doit tenir compte de cela. Mais sachant que cette culture de deuil national n'est pas maîtrisée par tout le monde en la matière, l'État, les autorités du pays devraient accompagner de ce décret des précisions liées à cela. Pour le moment, sursoir à toute activité qui mobilise du monde, que ce soit pour Paul ou pour Pierre, en attendant de pouvoir trouver clair ou voir clair dans le dossier de Zérékoré. Parce qu'il ne faut pas profiter d'une situation pour aggraver une autre. Aujourd'hui, la Guinée est en deuil. Ce n'est pas la préfecture de Zérékoré qui est en deuil. Ce n'est pas seulement une personne qui est en deuil. Ce n'est pas le président Mamadi Doumbouya qui est en deuil. C'est tout le peuple qui est en deuil. Parce que personne ne peut me dire aujourd'hui que c'est une ethnie seulement qui a perdu la vie du côté de Zérékoré. Ce n'est pas seulement une génération qui a perdu la vie du côté de Zérékoré. C'est toutes les ethnies qui pourraient se retrouver, ou des échantillons de ethnies qui pourraient se retrouver dans ce massacre dont je pourrais dire, ou de drame, on n'est pas exagéré, à travers ces morts de ce côté. Donc c'est une obligation. Je voudrais encore aller plus loin, peut-être c'est trop demandé, mais pour moi ça allait être encore hyper intéressant si le président lui-même qui allait effectuer le déplacement du côté de Zérékoré. Ce n'est pas l'inauguration, ce n'est pas le lancement, la pose de la première pierre de la construction d'une maison ou d'une autre. On parle de plus de 50 morts. On pourrait trouver des solutions, des possibilités, renforcer la sécurité, je ne sais pas, voir le président vraiment sur le terrain, au chevet de ceux qui sont blessés dans les structures de santé, et être à côté de la maman qui a perdu son enfant, Mamadi Doumbouya, le président, qui les salue, qui les console, pourrait être encore mieux vu, mieux apprécié que le Premier ministre lui-même. Je suis convaincu, si c'est lui qui était sur le terrain hier, les images, on allait les voir sur la télévision nationale. Oui, parce qu'il faut le dire, c'était quand même dommage de ne pas voir cette visite du Premier ministre du côté de Zérékoré. La communication de crise est très très importante. C'est pourquoi il faut faire attention aux mots pendant cette période de deuil national. Puisque vous l'avez dit, nous on va faire notre devoir, le devoir d'informer, c'est-à-dire si nous sommes en période de deuil national, veiller à ce que les drapeaux soient en berne, dans les écoles, dans les établissements, dans les institutions, au niveau des ministères. Respecter cela pour le repos, en tout cas pour le respect de l'âme de ces Guinéens qui sont tombés, qui n'ont pas quand même voulu cela. Comme on l'a dit, Mohamed a corrigé le tir. Ce n'est pas un massacre, mais plutôt un drame, un événement malheureux qui est survenu. Et pour un bon musulman ou pour un bon croyant, il dira que c'est le destin. Pour nous, les hommes, on dira qu'il faut situer les responsabilités. Mais avant de situer les responsabilités, il est de notre devoir de rappeler que nous sommes en deuil national, concert, événements culturels et autres. Veuillez surseoir parce que la vie ne s'arrête pas. Vous pouvez peut-être ramener ça à d'autres jours. Et au gouvernement, il l'a déjà dit, il faut quand même élargir cela à tout le monde. On ne dira pas de ne pas continuer vos activités, mais pour l'heure, est-ce que le moment est bien choisi? Hier, j'ai quand même eu pitié d'un cadre qui a voulu prendre la parole, qui a lâché un petit mot et il s'est fait lapider. Lapidé, quand je dis lapidé par les mots, on est descendu sur elle, sur les réseaux sociaux. J'étais vraiment écœuré. C'est pourquoi en période de crise, si vous ne pouvez pas communiquer, taisez-vous. C'est très important. Je comprends mieux la RTG. Nous sommes dans une période sensible. Si la télévision nationale décide d'attendre avant de diffuser l'élément sur la visite, je comprends un peu en tant que professionnel ce qui peut se passer. Le traitement de l'information doit aussi passer par des principes. C'est une chaîne, on a l'habitude de dire. Hier, est-ce que dans la précipitation, on n'allait pas aller heurter la sensibilité des uns et des autres? Parce qu'après tout, on a des infos. Est-ce que le Premier ministre est toujours sur place? Est-ce qu'il s'est retourné beaucoup d'informations? Nous recevons beaucoup d'informations dans ces détails, à partir de Conakry. Donc, il faut en tout cas veiller aux mots. Veillons au mot pendant cette période très très sensible. Paix donc une fois encore à l'âme de toutes ces personnes qui sont tombées ce dimanche du côté du stade 3 avril. Et si on pouvait encore proposer mieux, Abdallah, je pense que ce mois de décembre devrait être d'une manière consacrée à la prière, que ce soit dans les églises ou dans les mosquées, qu'on essaie de voir beaucoup plus comment renforcer vraiment nos prières,
pour le peuple guinéen. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on a encore des mauvaises images de ce qui s'est passé au mois de décembre de l'année dernière. Du côté de Corentine, c'était le mois de décembre, c'était pas le même jour, même date, mais c'était le mois de décembre. Moi, je pense qu'il faut mettre de l'énergie de ce côté, ne pas penser à faire autre chose que de continuer à prier, à renforcer vraiment l'unité nationale entre les Guinéens. C'est ce qui peut nous aider, tout en essayant de voir réellement ce qui s'est réellement passé du côté de Zérékoré. Ça peut nous aider, ça peut sauver les uns et les autres, et ça peut aussi cesser les larmes des parents. Et nous prions toujours et nous demandons au Tout-Puissant Allah d'accueillir dans son paradis pour le bonheur éternel ces différentes personnes qui ont perdu la vie. En tout cas, paix à leur âme. Pour ceux et celles qui sont blessés, nous vous souhaitons prompt rétablissement et nous espérons que dans un bref délai, vous recouvrez votre santé parce que la santé, c'est tout, comme on l'a dit. Aux familles pleurées, c'est les appeler au calme, comme l'a dit le gouvernement, appeler au calme, à la quiétude nationale. Tout ce que Dieu fait est bon, a-t-on l'habitude de dire pour un très bon croyant. Je le rappelais tantôt. On va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs, comme je l'ai dit, des propos modérés. Nous sommes en période de crise et nous sommes en deuil national. Nous n'accepterons pas de relayer des propos qui vont à l'encontre de nos principes. Bonjour Kavi FM, les vaillants journalistes de la nation. Je compatis à la douleur de tous qui sont tombés sur le terrain. Signé Ibrahim Assouri, Iso Kamara qui nous écoute, fidèle auditeur de cette émission. Bonjour les scanners du moment, l'écoute est favorable du côté de Cameroun et toutes mes condoléances au peuple souverain de Guinée. Prompt rétablissement aux blessés. Bonne émission à vous, Conté, fidèle au poste. Merci pour la fidélité, Conté. Bonjour Abdallah, c'est moi Ibrahim Assouri, ici là depuis Dabompa ou l'Area. Je vous suis en direct, vraiment. J'aime votre émission, vous êtes le meilleur débatteur, mais doucement avec cette transition. Toi, tu es intelligent, tu es toujours dans le cadre. C'est bien, il faut continuer comme ça. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous également du côté depuis votre position. Bonjour mes chers journalistes. Suite à ce qui s'est passé au stade, je demande au gouvernement de faire une enquête minutieuse pour situer les responsabilités de tout un chacun. Pour le respect de la mémoire des victimes, le gouvernement doit stopper ces mouvements qui ne nous rapportent rien que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens Mando depuis Dabondi. Toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand 600 plus 224 629 95 67 67. Bonjour 89.5 FM, journée sombre en Zérékoré. À nouveau, je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes. Que leur âme repose en paix. Amen. Monsieur Keta Fodé depuis Boussra dans la commune de Matam. Merci pour la fidélité. Salam à vous et salam à mes parents de Dalabadinti, Djambouria Dankama, dans mon village natal, au nom du club d'écoute de l'AJADD, JTD, FC Wawidjodo, sans oublier les ressortissants de Dalabadinti, Djambouria Dankama. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes, qu'Allah les pardonne tous et qu'il les accueille dans son paradis éternel. Mamadou Alpha Djambouria depuis Koloma. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs sur le plus 224 600 29 95 67 67. Bonjour Kavi Média, moi c'est Moriba du côté d'Nzérékoré pour l'intervention au discours. L'organisation a été mal faite par les autorités qui sont à la base. Allez, on comprend vos mécontentements, mais on va appeler à la calme, comment je peux dire ça, au calme de ce côté Moriba. Donc il faut qu'on se calme et qu'on accepte la volonté divine en attendant de situer les responsabilités. On se tourne vers un autre sujet. On parle d'actualité, cette fois ici en République de Guinée, précisément de justice. C'est peut-être la fin d'un long feuilleton judiciaire. Je dis bien peut-être la fin d'un long feuilleton judiciaire. Le verdict est tombé dans l'affaire de 15 milliards de francs guinéens pour la construction du siège de l'Assemblée nationale. L'ancien président de l'Assemblée nationale sous la 9e législature, Amadou Damaro Camara, est condamné à 4 ans de prison et au paiement d'une amende de 10 millions de francs guinéens. La décision est tombée dans la journée d'hier lundi à la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Quant à Michel Kamano, premier questeur, il écope de 5 ans de prison et d'une amende de 4 milliards de francs guinéens avec la saisie de tous ses biens. Zedab Kamara, deuxième questeur accusé aussi dans cette affaire, a été tout simplement acquitté. Diallo, vous nous donnez l'alerte hier dans la soirée.
Absolument. Vous savez, c'est un fait judiciaire qui a pris assez de temps et qui avait quand même suscité beaucoup d'interrogations quant à la volonté de la CRIEF d'accélérer les choses et la volonté aussi de l'autre côté de Damaro de dire toute la vérité, parce que la CRIEF quand même, de par sa constitution et son fonctionnement, il y a des questions qu'il faut se poser. Le diagnostic a été fait par l'ancien ministre, on n'invente rien, on ne crée rien, c'est Charles lui-même qui avait la formule juste pour définir la CRIEF à l'époque, où il rappelait que il y avait certains dossiers qui passent par l'ascenseur et d'autres par les escaliers, et qu'il n'arrivait pas à comprendre ce 2 poids 2 mesures au niveau de la CRIEF. Il avait pointé du doigt un certain nombre de responsables de la Cour qui, pour lui, étaient les responsables de tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, nous nous rappelons de cette scène-là, et puis finalement, il y a eu un changement au niveau de la CRIEF, un changement au niveau du ministère de la Justice, mais aussi un changement, un remaniement au niveau de la CRIEF, parce que son président avait sauté, il y avait eu certains juges aussi qui ont été substitués par d'autres, donc il y avait eu un changement au niveau aussi de la CRIEF. Donc, entre-temps, il y avait des dossiers aussi qui étaient mis en berne, parce que tout simplement, il y avait par endroit un refus pour les prévenus, on considérait au niveau de la CRIEF de se présenter, mais aussi l'absence de certains aussi qui sont impliqués, notamment Michel Kamano, qui n'est pas en République de Guinée ici. Qui brille par son absence. Depuis un bon bout de temps, on ne sait pas pourquoi. Amadou Damaro Camara, pour un premier temps, qui était réticent, parce que pour lui, il y avait tous les éléments étaient réunis pour ne pas qu'on dise le droit, c'est ce qu'il a dit. Finalement, il dit avoir pris le courage sur lui d'affronter la justice parce qu'il ne s'est reproché de rien. Finalement, il s'est présenté. Nous connaissons les interactions, quelquefois même des escarmouches entre lui et le juge en question. Quelquefois, c'est des expressions purement islamiques que Damaro essaie d'amener pour pouvoir certainement toucher la sensibilité des uns et des autres, pour dire attention, si vous condamnez Amadou Damaro Camara, vous aurez condamné l'innocent. C'est comme ça qu'il le disait lui-même. On le comprenait, lui et sa défense, parce que pour lui, le détournement dont on parle là ne consistait pas seulement à ce qu'on dise que Damaro a pris cet argent qu'il a mis dans ses poches. Peut-être la mission initiale pour laquelle cet argent avait été destiné n'a pas été financé en bonne et due forme dans ce sens-là, d'où le détournement dont on parlait, c'est du droit. Et puisque le droit définit comme tel le détournement, et bien finalement, de l'autre côté, on a dit tous les éléments sont réunis pour constituer, enfin, pour essayer de pouvoir aboutir à une condamnation et que Damaro soit reconnu pour les faits pour lesquels il est poursuivi au niveau de la CRIEF. Donc, il y a ces ensembles-là aujourd'hui. Finalement, on se rappelle bien, c'était quand même la réquisition du procureur général, du procureur très spécial, j'ai envie de dire, Ali Touré, qui quand même avait requis 5 ans pour Amadou Damaro Camara. Et je crois que c'était aussi la même chose, 5 ans ou 6 ans pour Michel aussi, pour Michel Kamano. Finalement, pour le cas de Génab, il y avait quand même, parce qu'on dit qu'on n'a pas retenu des éléments contre eux et que par conséquent, tout pouvait changer. C'est vrai que ce n'était pas confirmé ni infirmé, mais on avait quand même la conviction que ce soit le chinois, dont je ne maîtrise pas le nom, M. Chung, quelque chose comme ça. Le nom est très difficile à prononcer. Lui, il a été acquitté et Génab aussi a été acquitté finalement chez Michel, qui a par endroit aggravé sa situation parce qu'au niveau de la CRIEF, on considère que c'était refus de sa part de se présenter. Et bien, finalement, nous avons vu avec la main lourde qu'on a pu quand même infliger ce peine sur lui. Finalement, 5 ans de prison, un mandat d'arrêt est mis contre lui. C'est bien saisi. La saisine de ses biens. Je pense que c'est assez grave. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi un questeur qui tue le premier questeur, qui n'était pas le président de l'institution, donc à un certain niveau, qui n'avait pas des ordres à donner, mais qui recevait des ordres.
venant de son président, je ne vois pas pourquoi ce monsieur aurait refusé de venir affronter la justice comme l'a fait son, disons, son président. S'il ne se reprochait de rien. S'il ne se reprochait de rien. On n'est pas la justice. Oui, mais c'est des questions qu'on se pose. Pourquoi a-t-il choisi ce chemin-là? Parce que si parce que c'était une question de santé aussi qu'il avait soulevée pour pouvoir sortir, et finalement, on s'est rendu compte que c'était des manèges juste qui consistaient à sortir sur les griefs de la CRIEF, et finalement, ce qui est arrivé est arrivé. Pour Damaro, il peut se frotter par endroits les mains, et c'est ce qui quand même m'amène à dire, quand même, on n'arrive pas à comprendre tout cela. On parle de 15 milliards, on parle de 15 milliards là. Et finalement, lui, c'est la main levée sur ses biens. Comment qu'est-ce qu'il est défini, comment est-ce qu'il faut rembourser cet argent-là? C'est vrai que je pense que c'est 5 milliards pour Michel. Michel, c'est 5 milliards, 10 millions pour Amadou Damaro Camara. 4 milliards pour Michel. Pour Michel, 4 milliards pour Michel, 10 millions pour Amadou Damaro Camara. Et je pense que on a besoin encore une fois, c'est vrai que il y aura naturellement, disons, la défense va interjeter certainement un appel à un certain niveau. Et tout à l'heure, nous allons suivre l'élément de reportage. Après, certainement ton commentaire, on va revenir pour mieux comprendre, parce que l'avocat avait quand même pris la parole. Il n'est jusque-là pas convaincu. Il est dans son droit. Absolument, il est dans son droit. C'est pourquoi de l'autre côté ici on jubile. Le procureur spécial lui dit qu'ils sont satisfaits parce que. Ce qui veut dire que de l'autre côté on n'est pas satisfait. On verra bien ce qui va se passer. Mais on se rappelle quand même que il y a un veto au niveau du procureur spécial, Ali Touré. Lui, à tout bout de champ, il a des éléments juridiques qui peut opposer à toutes les institutions, et que finalement c'est son veto qui s'impose. Je pense qu'on verra bien ce qui va se passer. Tout ce qu'on demande, c'est ce qu'on dise le droit. Et il a rappelé un certain nombre de principes fondateurs de la CRIEF. Il a parlé de ce principe d'impersonnel, de généralité du droit, que tout agent public de l'État qui a très mal géré doit pouvoir répondre. On est bien d'accord, c'est un principe qui touche à tout le monde. Je pense que c'est valable pour ceux qui ont géré il y a longtemps, pour tous ceux qui ont géré tout récemment, pour ceux qui sont en train de gérer, ceux qui géreront demain. C'est un état d'esprit. C'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on essaie de faire en sorte que cette CRIEF-là puisse avoir tous les éléments qui peuvent la permettre d'être une cour qui peut exister dans le temps et dans la tentation. Je pense que ce qui pourra nous permettre quand même de créer cet état d'esprit pour dire attention, quand on vole l'argent public, on va passer forcément au niveau de la CRIEF et on va, on va répondre devant la justice. Et je pense que si c'est ce qui anime l'esprit des uns et des autres, et bien, fondamentalement, il y aura une réduction dans le cadre du détournement du dernier public. Et je crois que c'est ce qui pourra permettre à la Guinée de sortir de cela. Maintenant, si on constate du deux poids, deux mesures, naturellement, ça peut encourager certains. Et bien, naturellement, on va donner le sentiment que, effectivement, c'est une justice à géométrie variable. Et je pense que c'est ce qui ne peut pas rassurer les uns les autres. La justice doit être impartiale, ce qui peut rassurer les justiciables, ce qui peut donner le courage à tout un chacun. Quand on parle de la justice, on dit allons-y au niveau de la justice parce qu'on considère qu'elle est impartiale et c'est le droit qui s'impose à tout le monde. Bien, le droit s'impose à tout le monde. Nous, on va aller avec ce reportage réalisé ou ce compte-rendu réalisé par Ansoubaï Lobaldé hier du côté de la CRIEF. On va écouter les différentes parties et derrière, on se retrouve pour le reste du décryptage. Amadou Damaro Camara va rester en prison puisque la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF a rendu sa décision dans l'affaire de 15 milliards de francs guinéens dédiés à la construction du siège de l'Assemblée nationale. Un montant dont Amadou Damaro Camara et compagnie sont accusés de détournement et de corruption dans la passation du marché. Son avocat, Lansé Troa Doumbouya, a aussitôt relevé appel de la décision. Les institutions dans une république sont régies par des lois et on ne peut pas faire appliquer à une institution constitutionnelle comme l'Assemblée nationale les règles élémentaires applicables aux structures de l'État, notamment l'exécutif. Au fait, nous pensons qu'il s'agit d'une confusion et d'un manque de compréhension et cela sera redressé et rectifié en cause d'appel puisque en réalité il n'y a aucun élément sur la base desquels
on pouvait retenir M. Amadou Damaro Camara pour des faits de détournement ou de corruption. Le procureur spécial près la CRIEF est satisfait pour sa part de la décision rendue. Ali Touré promet de poursuivre son combat, celui de lutter contre la corruption, le détournement des deniers publics, entre autres. Nous, c'est un sentiment de satisfaction pour le ministère public au niveau de la CRIEF parce que simplement, nous avons estimé que les faits que nous avons développés devant la Cour étaient des faits qui sont vraiment en rapport avec nos textes. Le détournement des deniers publics, il est avéré et les faits de corruption également, il est avéré. Et nous avons demandé 5 ans et la Cour a compressé et a ramené à 4 ans d'emprisonnement pour Amadou Damaro Camara et 5 ans pour Michel Kamanou. C'est tout au moins un sentiment de satisfaction. Ça renvoie clairement aux objectifs de la CRIEF qui dit que tout agent public qui blague avec les biens de l'État doit, dans les conditions normales, répondre de ses faits et payer de sa forfaiture. Compte rendu signé Ansou Bailo Baldé, vous l'avez déjà compris, oui, Mohamed Ba, le PM. Nous avions suivi ensemble ce compte rendu d'Ansou Bailo Baldé, compte rendu d'audience. On a suivi les deux parties, hein, le procureur très spécial Ali Touré et l'avocat de la défense de Damadou Damaro Camara, qui quand même chacun tire le drap de son côté. Et on comprend bien, chacun dans son rôle. J'inverse directement, comme on le dit dans notre jargon. Le pyramide inversée. Je commence par cette dernière expression de la part du procureur Ali Touré qui dit tout fonctionnaire qui dilapide, qui détourne, doit payer de sa forfaiture, normalement doit payer de sa forfaiture et doit soit rembourser, soit condamné et je ne sais encore quoi. Écoutez, ce dossier, ça doit être un dossier illustratif pour les uns et les autres. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont passés par là, ça doit toujours attirer l'attention des uns et des autres. Et ceux qui sont appelés aussi à être responsables, à bénéficier de la gestion d'une portion des biens de l'État, doivent avoir cette obligation, ce réflexe de pouvoir gérer très bien. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir la force, la puissance de pouvoir faire quelque chose. Que vous soyez du côté de Pita, de Boké, de Sangaredi, je ne sais pas dans quelle partie de la Guinée, dans quelle partie du territoire national dont on vous a confié la gestion des affaires du bien public, de ce qui appartient au peuple de Guinée, vous avez cette obligation de gérer très bien ces dossiers. Ces dossiers, on parle de 15 milliards de nos francs, 15 milliards de francs guinéens, où des personnes se sont donné vraiment le plaisir de gérer comme on veut, en passant par la corruption, en passant par le détournement, en passant par l'enrichissement illicite dans ce qui appartient à l'État. Pendant ce temps, il y a d'autres qui meurent parce qu'ils n'ont pas de structure de santé, d'autres qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu les capacités nécessaires d'aller à l'école et pouvoir prévenir certaines choses. Je pense que cela devrait continuer pour l'intérêt de la nation. Ouais. On ne va pas condamner vraiment ceux qui sont innocents, mais tous ceux qui se permettraient de pouvoir détourner pour une raison ou pour une autre, dans cet intérêt ou pas, doit être vraiment sanctionné. On ne sanctionne pas une personne parce qu'il va être sanctionné juste point barre. Non, on sanctionne pour pouvoir diminuer, attirer l'attention des autres, que le bien public doit être protégé, que parce que si vous arrivez à détourner ce qui appartient au peuple, ce qui appartient à tout le monde, au public, vraiment, c'est ce qui vous attend. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une leçon par rapport à cette situation. En écoutant les différents avocats, en écoutant les différentes parties dans ce dossier, je pense que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, sauf que dans les conditions normales, comme l'a dit le procureur, le droit, il est clair, il n'est nulle part. Le droit se trouve dans les livres, c'est dans les documents. Le juge ne fait que interpréter ce qui se trouve dans le texte de loi, ce qui se trouve dans les livres couramment qui régissent les affaires de l'État. C'est ça seulement qui fait la différence, parce que vouloir ne pas appliquer ce qui est prévu par le législateur et qui existe presque un peu partout dans le monde, parce qu'on dit le plus souvent, le bon sens est la chose la mieux partagée, c'est pouvoir aller à l'encontre du développement de la Guinée, pouvoir aller à l'encontre de ce qui peut nous permettre de sortir de cette situation de marasme économique que nous connaissons depuis combien d'années, on ne sait pas, parce que
il y a des Guinéens qui pensent qu'ils sont ils sont mieux, ils sont bénis, plus bénis que d'autres Guinéens en se faisant construire des villas un peu partout à Conakry, un peu partout au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis, je ne sais où, à partir de l'argent de l'État. D'autres sont là, des enfants de ce pays, qui sont nés dans ce pays, jusqu'à présent, qu'ils ont plus de 10 ans, ils n'ont pas touché à un interrupteur, Abdallah, dans leur maison pour allumer l'ampoule ou éteindre l'ampoule. Ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle une colonne de douche pour se laver, l'eau coule sur toi. Non, ils n'ont jamais connu parce que quelque part, quelqu'un ne fait pas bien pour que le Guinéen aussi arrive à connaître le bonheur. Nous ne sommes même pas 15 millions d'âmes, de personnes sur cette terre, des Guinéens. Mais malheureusement, nous vivons comme des gens qui n'ont jamais connu de richesse naturelle, alors qu'on en a partout dans le pays. Partout, je dis bien en Guinée, on a des ressources à gogo, partout. Une seule région peut développer tout le pays aujourd'hui. Que vous preniez la Basse-Côte, rien que les ressources nationales, on peut vivre de ça. Ce que nous avons du côté de Namouenguil avec l'agriculture, on ne dit pas. Partout en Guinée, une seule région peut développer, comme on appelle, tout le peuple de Guinée. Je pense que le problème que nous avons, c'est un problème de Guinéens. C'est les Guinéens qui sont responsables du retard, de la pauvreté des Guinéens. Ça, c'est une évidence qui est là. Et malheureusement, on n'arrive pas à couper vraiment cette chaîne qui n'a que trop duré depuis toujours, depuis l'indépendance, depuis le premier régime, en passant par Lansana Conté et les autres anciens régimes militaires. On est toujours dans la même situation. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on sorte de cette situation? C'est la seule chose, la possibilité que nous avons, c'est de passer par des décisions de justice. Je ne dis pas n'importe quelle décision de justice. Je ne parle pas de boussole désorientée. Je parle d'une bonne boussole, d'une bonne orientation de la justice, d'une bonne gestion des affaires du pays à travers la justice. Si on arrive à le faire une fois, deux fois, et qu'on arrive à sanctionner, je crois que ça pourrait servir de leçon. Donc aujourd'hui, Amadou Damaro Camara, ce n'est qu'une partie qu'on a vue, ce n'est pas fini. Parce que son avocat, si on s'en tient à ce que vient de dire son avocat, qui va interjecter appel, c'est-à-dire la suite pourrait se retrouver du côté de la cour d'appel, si, en tout cas, je maîtrise en partie cette décision de justice. Et puis voilà, cela ne veut pas dire quand on va directement au niveau, on fait appel, que cela veut dire automatiquement tout sera effacé. C'est soit on confirme, voire même on va rehausser. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est ça aussi le droit. Il faut respecter les uns et les autres. Ils ont fait une partie, c'est bien, mais l'autre partie, on verra aussi au niveau de l'appel, ça sera confirmé ou pas. S'ils ne sont pas satisfaits, ils ont la Cour suprême. S'ils ne sont pas satisfaits au niveau de la Cour suprême, ils vont interjeter au niveau de la CEDEAO, je ne sais pas. Ça dépendra de ce qu'ils veulent, mais ce qui reste clair, on doit dire le droit, rien que le droit, que ce soit en faveur de l'État ou en faveur des personnes qui sont accusées dans cette affaire, parce que c'est ce qui est important pour nous, c'est ce qui doit être important pour tous les Guinéens, car le développement de la Guinée passera obligatoirement par la bonne gestion de nos ressources naturelles, par la bonne gestion de nos ressources financières. Si on arrive à le faire pendant des années, on comprendra que ça ne sera pas difficile d'atteindre certains pays comme la Chine, pourquoi pas les États-Unis. D'atteindre la Chine ou les États-Unis si la reddition des comptes est de mise en République de Guinée. Oui, Diallo. Parce que je te vois demander la parole. Si tu attends les techniciens, on ne va pas parler aujourd'hui. Vas-y. Et quand je parle, on ne m'entend pas aussi. Non, il te suit, vas-y. Dès que tu prends la parole, il te suit. Vous pensez à la télé, moi je pense à la radio. Ah ouais, moi je pense aux deux. Voilà. Donc c'est pour autant dire qu'il faut qu'on se réveille aussi de l'autre côté. Hein. Ouais. C'est pour autant dire que c'est vrai que moi je pense que la peine de Damaro, c'est une peine avec beaucoup plus de souplesse. Honnêtement, oui. Vous savez, il y avait plusieurs chefs d'accusation, plusieurs charges qui pesaient contre lui. On parlait de détournement des deniers publics, de l'enrichissement illicite, de blanchiment des capitaux, de prise illégale d'intérêts. Tout cela, c'est le détournement des deniers publics qu'on a retenu contre lui. Les autres, là, on a abandonné. Et c'est en épluchant. Petit à petit, on se rend compte, oui, c'est pourquoi le dossier a duré. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire comme ça. C'est en épluchant, on a abandonné. On a jugé nécessaire d'abandonner, c'est les termes juridiques qu'on a utilisés de l'autre côté ici. Mais c'est pour autant dire que ces chefs d'accusation qu'on avait quand même formulés contre les Damaro et autres ici, nous savons très bien, il y a la CENTIF aussi qui est là, qui est un service qui est en charge de tout ce qui est blanchiment des capitaux. C'est quelque chose qui passe à merveille chez nous ici. Nous connaissons comment les cadres à un certain niveau procèdent au blanchiment des capitaux et tout ce qui s'ensuit. Il faut nous aider, Yaya. Non, vous savez très bien, c'est ce qui se passe au niveau de la CENTIF. Il faut nous aider. J'ai dit la CENTIF est là, les rapports sont là.
Je n'invente rien. Non, c'est une question. On t'a dit de nous aider. De vous aider, pourquoi dire? Allez-y au niveau de la CENTIF. Moi, je vous oriente. Si vous voulez avoir des rapports, allez-y au niveau de la CENTIF. C'est toi qui parle de la CENTIF. Parle-nous de ses attributions. Essaie de nous faire comprendre. J'ai dit, la CENTIF est un service qui est en charge de lutter contre le blanchiment des capitaux. On est bien d'accord? Maintenant, le reste, là, si vous avez besoin des détails, allez-y à Coléa. C'est son chef à Coléa. Tu as fait un clin d'œil au PM. Tu as dit que le PM sait ce qui se passe ici en matière de blanchiment de capitaux. Exactement. On rebondit sur là. Voilà. C'est pas la CENTIF. Donc c'est pourquoi on dit il faut nous aider. Il faut que j'essaie de me blanchir. Parce que je sors d'ici avec cette accusation. Allez, il a compris. Allez, vas-y. Ça va, non, ça va. Mettez-vous à l'aise. Non, d'accord, ça va, heureusement. Parce que là, mes milliards, moi, on ne touche pas à mes milliards. Ça, on ne touche pas à mes milliards. Désolé. Il t'est réveillé, enfin. Oui, vas-y, continue. Non, il t'est réveillé. C'est enfin réveillé. Il a compris. Ça va, Yaya? Il a compris pourquoi on a rebondi. Allez. Oui, n'ayez pas peur. Non, cher ami. Non. L'hôtel 5 étoiles de Corentin, personne ne veut séjourner là-bas, même si 2 heures ou 1 minute. Je pense que Damaro, à la limite, c'est vrai que ça, c'est la prison. On ne souhaite pour personne. La prison, c'est des vieilles personnes aussi. Et de sur quoi on n'est pas en bonne santé. On n'est pas en bonne santé, c'est des vieilles personnes. Vous avez vu, quand vous les voyez là, mais vous dites que, à la limite, essayons d'apprendre la vie, c'est tout. Il faut qu'on essaie d'apprendre les leçons de la vie à un certain niveau pour ne pas qu'on répète les mêmes erreurs. Dans la vie, la prison, elle n'est pas bonne du tout. Bien. On ne souhaite pas. Mais pour autant, on est dans un état, la justice est indispensable. Bien. Une vieille personne, c'était un universitaire qui est à la retraite, qui me disait que la Guinée, et dans toute société, si on veut résoudre un certain nombre de problèmes, notamment les problèmes fondamentaux, il faut qu'on ait une justice indépendante, une justice pour tous, impartiale. Et le plus souvent, quand on dit justice indépendante, c'est par rapport à quoi ou à qui? Une justice indépendante, c'est entre d'abord l'État et ses citoyens. Une justice impartiale entre l'État et ses citoyens, une justice impartiale entre les citoyens, quel que soit leur statut social, une justice entre l'État et ses institutions, une justice entre les institutions et les citoyens. Donc c'est une connexion, c'est pourquoi nous parlons de l'État de droit. Mais la meilleure justice, Yaya, c'est séparer la justice de l'exécutif, qu'on arrive à voir vraiment un écart énorme qui pourrait aider beaucoup plus la justice à fonctionner. C'est séparé dans les textes, hein. Oui, mais c'est l'application, bien sûr, c'est l'application qui pose problème. Parce que si la justice est mélangée à l'exécutif, ça... Je crois qu'on n'aura pas... Ça serait encore loin pour nous de voir le bout du tunnel. Et il sera très difficile même. Il sera très difficile dans les actes de pouvoir avoir ce résultat. Difficile. Vous savez, la justice, nous le savons tous, c'est un passage obligé. Toutes les sociétés au monde. Toutes les sociétés. Nous connaissons les barbaries qui se sont passées en Europe. Vous le savez, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, nous connaissons ce qui s'est passé. À travers la guillotine, nous connaissons comment les Français sont sortis à travers la Révolution française. Nous le savons, nous connaissons ce qui s'est passé un peu partout. Laisse-moi te bloquer, juste donner entre parenthèses, juste quelques secondes. Allez-y. L'injustice ou pas, mais je prends un exemple. Récemment, le président américain qui gracie son fils, Joe Biden. Qui gracie son fils alors qu'il est condamné plus de 20 ans. Et pourtant, il avait promis de ne jamais le faire. Il avait promis. Mais il a bien de le gracier. Puisqu'il est en fin de mandat, c'est purement politique. C'est l'exemple pour nous. On dit le plus souvent, la référence, c'est les États-Unis. Mais ça, et ça, c'est pas la première fois. Bill Clinton l'avait fait. Et celui qui est élu, il l'a fait aussi. La même chose. Donc, bref, l'injustice ou la justice, ce n'est pas une propriété privée d'une nation, d'un État ou je ne sais, d'un continent, mais c'est un combat de tous les jours qu'on doit mener pour qu'on arrive à l'avoir dans toute son effectivité ou je ne sais pas, dans toute sa plénitude. Très bien dit. Très bien dit. Je vous le concède, mais je suis en train de dire que à un certain niveau, la conception de la justice d'un occidental, d'un américain, d'un français ou autre, et la conception africaine, il y a une nette différence. Oui, absolument. Ce n'est pas la même conception aujourd'hui. Chez nous, ici, on a l'impression que la justice, elle est là pour l'effort. C'est ce que je suis en train de dire là. Oui. Le principe de séparation des pouvoirs, nous le savons tous, c'est chimérique. C'est une illusion. L'immixtion est là. Nous le savons. Ça se passe. Et l'immixtion dont on parle aussi, ça se passe un peu partout. Maintenant, c'est la formule... c'est la flagrance à un certain niveau, la dimension qui diffère les uns et les autres ici. Je pense qu'à un certain niveau, si aujourd'hui les Américains n'ont pas basculé ou il n'y a pas un coup d'État bien avant que même Joe Biden ne soit président, c'est parce qu'il y a des institutions, il y a des hommes et des femmes qui peuvent dire à un certain niveau, on n'est pas d'accord. C'est ce que nous devons essayer d'avoir chez nous ici pour qu'on ait des institutions judiciaires indépendantes. L'indépendance là, tout homme,
bah, à supposer qu'aujourd'hui, c'est tout le malheur que je te souhaite au monde, que tu sois président de la République aujourd'hui. Amen. Tu seras tenté d'en abuser en ce qui concerne le pouvoir. Pas ça quand même. Oui, non, mais l'esprit des lois, je dis, c'est immense. C'est même Montesquieu l'a bien dit ici, dans l'esprit des lois ici, que la séparation des pouvoirs, son principe, tout homme est porté, une fois porté au pouvoir, est porté d'en abuser. Et une fois qu'il est tenté d'en abuser, il faudrait que le pouvoir arrête le pouvoir. Ou le principe de la séparation de ces trois pouvoirs. Et ça, ce n'est pas valable seulement au sommet de l'État, hein, même dans des portions au niveau un peu plus bas. Encore, dès qu'on parle de pouvoir, c'est fini. Quand on est directeur de l'information, ça peut être la même chose. Quoi. Ouais. Ça, c'est de passage. Maintenant, directeur de l'information, il est régi par un certain nombre de textes. Soviétique. Hein. Soviétique, qui est régi par un certain nombre de textes. C'est cela. Maintenant, le respect de ces textes-là, soit que c'est ce qui fera même sa force, lui, dans son département, c'est de faire en sorte que les règles soient respectées par tout le monde, y compris lui-même. Je crois qu'il aura toute la latitude de mieux gérer les uns et les autres, parce que l'impartialité n'est pas là, l'injustice. Et quand les uns et les autres ont le sentiment que les autres sont mieux traités que nous, naturellement, la frustration est là. Et puis, ça ne peut pas faire. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. C'est ce que je vais faire ressortir là, dans le cadre de la société guinéenne, si nous voulons bien qu'on ait une gestion vertueuse dans le cadre économique, dans le cadre social, politique, c'est tout ce qui s'ensuit. Il faut qu'on se batte tous pour qu'on ait une justice indépendante. Je pense que ça va être une conception nationale pour nos dirigeants, pour qu'on essaie d'imprimer cela dans nos faits et gestes. C'est ce qui pourra nous sortir de faire, disons, l'abréviation de tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays ici. Est-ce que c'est la politique qui affecte, comme on appelle, la justice, ou bien c'est le côté sociologique de l'État, de la Guinée, pardon, qui affecte beaucoup plus notre justice? Mais il a déjà répondu. Il parle d'émission. Attention. Toujours, entre la justice et la politique, c'est un débat qui continue toujours. Oui, mais il y a le côté sociologique dont je veux ressortir aussi. Oui, il y a ces côtés sociologiques. Parce que nous pensons qu'à un certain niveau ici, au-delà de l'État ou ses institutions, chez nous ici, au niveau de la société, au niveau des citoyens, on respecte la loi quand ça nous arrange. Et quand ça ne nous arrange pas, on ne respecte pas. Pour une première, je rejoins. C'est des conceptions que nous avons et c'est ce qu'il faut changer. Et pour changer cela, il faut qu'on ait des hommes et des femmes à la tête de notre État pour essayer d'imprimer une nouvelle conduite aux citoyens. Et pour imprimer cela, il faut qu'on puisse adopter des bons comportements pouvant inspirer les uns et les autres. C'est pourquoi on a besoin, c'est ces arts de chefs qui peuvent à un certain niveau changer la donne. C'est les mieux placés pour pouvoir changer l'état d'esprit des uns et des autres. Et c'est pourquoi j'ai dit encore une fois, il faut à un certain niveau que la société guinéenne, de manière générale, naturellement nous qui sommes guinéens, qu'on essaie de comprendre que la justice est indispensable. Bien, la justice est indispensable, mais il faut aussi une société bien organisée qui puisse comprendre qu'est-ce que la justice. Sinon, ça va être très très difficile pour la justice d'atteindre ses objectifs. On l'a déjà rappelé dans cette parenthèse. Merci à Capitaine Dongodi qui nous suit depuis la France. Il souhaite ses condoléances au peuple de Guinée. Merci pour la fidélité. Monsieur Abdallah, je suis très confus à propos des chiffres du bilan. Pour ceux qui ont perdu la vie, la RFI dit centaines, tandis que la RTG dit 56. Mon cher frère, monsieur Keta Foudé de Boussoura, 56 selon le gouvernement guinéen, et c'est ce qui est officiel. RFI, France 24 ou je ne sais BBC ne peut surplomber cela parce que c'est la voix officielle pour l'heure. C'est qu'il faut aussi dire toujours par rapport à ça que quand un événement arrive, il y a toujours des supputations, il y a toujours des interprétations, il y a ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on a entendu de la bouche de tel, ainsi de suite, ça peut. Mais dans les conditions normales, on ne peut s'en tenir que ce que dit les autorités officielles. On peut ne pas être d'accord, mais le plus souvent, c'est ce qui peut nous mettre à l'aise, c'est ce qui peut nous permettre d'avoir une quiétude sociale dans la cité. Bien précisé. Bonjour le scanner, moi c'est Kouba Keïta depuis Kamsa. Je suis inquiet pour la Guinée. Je présente mes sincères condoléances à la famille ou aux familles endeuillées et au peuple de Guinée. Merci de ce côté, toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs. Moi c'est Sila Kerfala depuis Kaloum, dit au président d'arrêter tous les mouvements de soutien. Peut-être que la présidence est en train d'y réfléchir, je ne sais pas.
Salut, moi c'est Mamadou Alpha de Koya Frigiadi. Le pays est en deuil, que Dieu pardonne leur âme et leur donne le paradis éternel. Merci, hein, Amin. On le souhaite également. Depuis Côte d'Ivoire, notre auditeur et téléspectateur fidèle qui ne signe jamais, hein, il écrit juste Baldé, c'est un Baldé. Bonjour les journalistes, c'est Baldé depuis Abidjan. Demandez aux organisateurs d'annuler tout, hein, pour le moment. Allez, on a déjà compris. Tout le monde va essayer de se mettre dans cette optique. Le communicant du CNRD, M. Silla, rue 15, qui dit « Je compatis, une pensée positive ». Il dit mes sincères condoléances pour le décès de nos illustres de Nzéré Koré. Je compatis, une pensée positive à tout le monde, à mon patron, Joe Bebeto. Je demande une doléance au président. Allez, on va pas faire passer le message là. Allez, il faut faire attention à ce qu'on diffuse ici. Salut les hommes de bonne foi. La CRIEF n'est pas là pour la corruption. Ils sont là pour régler des comptes. Et Mamadou Saliou qui nous écrit ce message. Une pause. Derrière, nous nous retrouvons et nous parlons de cette décision prise par Ousmane Sonko du côté du Sénégal. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense que les malheureuses parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité, ou encore pour faire des panels, des échanges, permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Et des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure? Oui, message de réconfort, une joie.
Merci de nous pratiquer. Si c'est maintenant, vous le faites à Mamou, vous le faites, vous nous suivez grâce à nos partenaires de Beta FM. Merci de ce côté. Merci de nous suivre à Bofa, à Boké, à Sangaredis, chez Mohamed Ba, le PM. Merci de nous suivre chez Yaya Diallo, c'est à Koubia, où nous sommes maintenant suivis, même si c'était un gros village, il faut le rappeler. Mais de ce côté, nous avons quelques auditeurs et téléspectateurs de ce côté. Je dis bien, même si c'est un gros village. Gros village. Merci. Allez. Alpha y était. Hein. Ah, Amadou y était. Lui, il connaît. Allez, il avait refusé de retourner bien, à Bofa. D'accord. La précision est importante. Hein. Bien, il n'y a pas de problème. Il dit qu'il préférait Koubia qu'à Bofa. D'accord, mais Bofa comparé à Koubia, c'est les États-Unis comparé à la Guinée. C'est la Basse-Côte et la Moins-Guinée, c'est toujours ça. Vous avez eu la chance d'avoir été les premiers à être colonisés par les Blancs, c'est tout, c'est la différence là. Tu veux développer? Non mais on peut aller. Allez, je m'étais là. Allez, on parle du Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko fait son choix entre la primature et le Parlement. Le patron du PASTEF a déposé sa lettre de démission de l'Assemblée nationale. C'était hier lundi. Sonko souligne qu'il veut entièrement se consacrer à la primature. Le Premier ministre argumente, je cite, cette décision par la nécessité d'accompagner le président Diomaye Faye dans la poursuite des réformes engagées. Fin de citation, décision qui révèle une autre forme de gestion activée par le PASTEF. Il n'est pas seul. L'ancien président de la République, Macky Sall, bien qu'élu, a aussi déposé sa lettre de démission. Malick Ndiaye devient donc le nouveau président de l'Assemblée nationale sénégalaise à seulement 41 ans, Mohamed Ba, le PM. Ah oui, c'est encore ce pays continue, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest continue de nous surprendre positivement, et ça il faut le dire. Est-ce que je suis jaloux? Je ne sais pas, mais il y a une certaine tentation de devenir jaloux de ce pays voisin, c'est ça, même si la forte concentration des Guinéens à l'international, c'est le deuxième pays après la Guinée, c'est le Sénégal où on retrouve beaucoup plus de Guinéens. C'est une nouvelle leçon encore, comme je le disais tantôt. Diomaye Faye et son, comme on appelle, et Sonko, il n'y a pas de bicaméralisme là. Il refuse de scinder, de mettre deux têtes vraiment au sommet de l'État. C'est une seule personne, c'est une tête, un seul cœur, comme on appelle un seul cœur, un seul corps. C'est ce qu'il est en train de donner. Cette leçon devient importante parce que nous savons très bien quand on est président de l'Assemblée nationale, partout, en tout cas, tout le régime que nous connaissons en Guinée, en France, au Sénégal, c'est la première personnalité qui pourrait assurer l'intérim de l'exécutif quand il y a vacance de pouvoir. Et ce monsieur, vraiment, avec beaucoup de, je ne sais pas, très humble, il n'a pas hésité à le dire qu'il a commencé le travail à côté de son président et qu'il doit terminer ce travail qu'ils ont commencé ensemble au niveau de l'exécutif du Sénégal. Je pense que ça devrait sonner un peu partout aujourd'hui en Afrique, ce qui est en train de se passer du côté du Sénégal. On devrait mettre un micro au Sénégal et avoir des haut-parleurs un peu partout en Afrique, dans les présidences de beaucoup de pays. Il ne faut pas avoir le honte, vraiment, de honte de le dire par là, et que parce que c'est quelque chose qui doit nous permettre d'avoir une certaine clairvoyance, des belles initiatives venant des jeunes, vraiment de quarantaine seulement. Et puis voilà, et ça continue de la présidence à l'Assemblée nationale. La jeunesse continue de prendre le pouvoir du côté du Sénégal. C'est une bonne chose parce qu'il sait aussi, il est convaincu de quelque chose, que au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement le président qui compte, ou ce n'est pas le président compte, mais pas autant que les groupes parlementaires du côté de l'Assemblée nationale. Donc c'est quelque chose qu'il a noté également, que le travail, c'est beaucoup plus au niveau de ce groupe des différents groupes de travail qui existent, qui pourraient avoir beaucoup plus d'influence, qui avoir encore beaucoup plus de travail. Donc le président, c'est comme si le président de l'Assemblée, il n'a que le sifflet, il n'a que son marteau, où il tape pour remettre du silence dans la salle, attire l'attention des gens, pas de récréation, ainsi de suite. Donc pour lui, le repos là, ça ne scie pas à sa façon de voir, à sa façon d'exécuter, à la promesse faite au peuple sénégalais, et qu'il y a du boulot à faire
Le boulot, c'est de côté de l'exécutif dont il pense. Les autres vont travailler dans l'atelier, c'est-à-dire au niveau des textes de loi, ils vont travailler là-dessus. Mais côté exécutif, il va rester à la primature, c'est-à-dire c'est un couloir qui le sépare seulement du président et à tout moment, il peut débarquer et puis voilà, parler des choses sérieuses. Par contre, s'il était resté président de l'Assemblée nationale, là, on parlera, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, de séparation de pouvoir. Et nous connaissons très bien la maîtrise, l'expertise du Sénégal en matière de droit. Depuis toujours, on le sait, c'était la petite France du côté de l'Afrique, c'était la capitale de l'AOF et de l'AIF. Et donc, cela veut dire toutes ces grandes personnalités en matière de droit, des hommes littéraires qui sont passés, qu'on a connus en Afrique, les grosses têtes sont passées par des écoles sénégalaises et même chez nous ici. Donc la maîtrise des textes de loi, l'application, pour le moment, ne souffre pas comme le Sénégal ne souffre pas de cela comme certains pays. Donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté du Sénégal, c'est un exemple qui devrait être reproduit un peu partout et qu'on continue à croire ce que veut le peuple. Ne pas faire semblant de profiter du peuple pour abuser du peuple et vraiment s'enrichir sur le dos du peuple ou enrichir tous ses proches sur le dos du peuple. J'espère qu'ils vont continuer. Le pouvoir ne va pas séparer les deux jeunes messieurs présidents et premiers ministres du côté du Sénégal et que cela va continuer parce que c'est le développement de toute une nation qui est en jeu. Et nous connaissons aujourd'hui la pauvreté que le Sénégalais est en train de traverser. Les ressources doivent être, ce n'est pas comme le cas de la Guinée où on a des ressources naturelles un peu partout. Les Sénégalais développent beaucoup plus d'autres secteurs et ils arrivent à vraiment bien s'en sortir. Rien que le tourisme déjà, ça compte, pèse lourd dans la balance vraiment de l'économie sénégalaise. Je pense qu'il est temps que vraiment ces deux messieurs arrivent à se mettre à la tâche. Tout ce qu'ils ont demandé, le peuple sénégalais a donné. Tout ce qu'ils ont jugé nécessaire pour pouvoir vraiment exécuter, pouvoir appliquer tout ce qu'ils ont pu tenir comme promesse pendant les différentes campagnes de leur parti politique. Maintenant, c'est le tapis rouge qu'on vient de dérouler pour eux. À eux de voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pendant les prochains mois, pendant les prochaines années, parce que ce n'est pas facile aussi. Le pouvoir a ses règles, le pouvoir a ses principes qui se passent par des coopérations, qui passent par le respect des textes de loi, qui passent par le respect des droits de l'homme. L'ensemble de tout ça nous permet de comprendre jusqu'où ces jeunes ont pris l'engagement, sont dans une situation qui ne sera pas facile. C'est vrai, même si on dit aujourd'hui tout est déroulé comme un tapis rouge, ils ont le plein pouvoir, ils sont à l'Assemblée, ils ont la majorité à l'Assemblée, ils sont à l'exécutif. Malgré tout, vraiment, ça ne sera pas du beurre à couper, ça ne sera pas facile, mais je pense que leur engagement, leur savoir-faire, leur coopération, ne pas vouloir s'enrichir, parce qu'il suffit seulement de prendre ce virage, de s'enrichir, qu'on passe complètement à côté, qu'on arrive à se mettre à protéger ses proches, on passera à côté, qu'on n'applique la loi, les textes de loi, que quand il s'agit de l'opposition, quand il s'agit des gens qui ne sont pas de leur camp, là, ils vont passer complètement à côté. Mais s'ils essaient d'appliquer les textes de loi, rien que les textes de loi, en passant par ce qu'on appelle des blanchiments, des détournements, ne pas faire de règlement de compte, ils vont s'en sortir tranquillement parce que pratiquement, je pense qu'ils n'ont rien à perdre maintenant. Ils ont déjà gagné. Arrivé à l'âge là, au pouvoir, au moment où on ne pouvait pas s'attendre devant vraiment un puissant comme Macky Sall, je pense que c'est déjà gagné. J'espère que l'exécutif et le Parlement ou l'Assemblée nationale du côté du Sénégal, les deux vont contribuer vraiment au développement du Sénégal et que cela pourrait se retomber du côté de la Guinée ou sur les pays, comme on appelle, limitrophes. Pourquoi? Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la représentation guinéenne dans ce pays. Donc dans les conditions normales, si tout va bien, quand ça va au Sénégal, forcément on aura des retombées d'une manière ou d'une autre. Oui, Yaya Diallo, la politique autrement. Au Sénégal, le ring qui est très... En tout cas, le combat où la lutte est très tendue sur un ring encore miné de hautes personnalités. J'y arrive. Sonko et Macky Sall livrent le deuxième round. Au niveau des législatives, les deux s'éclipsent pour attendre, pourquoi pas, un troisième round. On ne sait pas pour quand. Finalement. Oui, mais je pense que là, le PASTEF a confirmé son hégémonie politique au niveau du Sénégal. Il n'y a pas de débat. 130 députés au niveau de l'Assemblée nationale.
je pense que à la limite, ça veut tout dire, parce que tout simplement, c'est la majorité d'alors qui était à l'Assemblée nationale, la majorité de Macky Sall, qui a provoqué l'ire de ces députés du PASTEF, pourquoi pas aussi l'exécutif, y compris lui-même le Premier ministre, parce que tout simplement, ne comprenant pas que le Sénégal est dans une révolution générationnelle, c'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu manipuler la jeunesse. La jeunesse s'est fixé un objectif à travers ce jeune leader que vous voyez ici là. Personne, vous vous rappelez très bien, pendant plus de 5 ans, personne n'a pu détourner la jeunesse quant à ses ambitions, ses aspirations, en ce qui concerne le projet qui a été mûri par le PASTEF pour pouvoir transformer le Sénégal. Et je pense que c'est ce qui est en train de fonctionner au niveau du Sénégal. Toute notre prière à ce que les Sénégalais puissent réussir. Certainement aussi, les Guinéens vont peut-être expérimenter ou s'expérimenter, ou peut-être, si on est jaloux, peut-être si la jalousie ne nous tue pas, on va essayer de prendre l'exemple chez les Sénégalais pour dire, attention, on peut aussi le faire en Guinée ici. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Malheureusement, on n'est pas arrivé à ce stade-là, mais on le souhaite vivement. Au niveau du Sénégal, Ousmane Sonko, en dépit de toutes les vicissitudes politiques, parce qu'il a passé par tous les obstacles politiques pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Des mises en chaîne absolument inimaginables. On est allé jusqu'à lui coller quand même un cas de viol. Je pense que à la limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer tous les coups. C'est comme un survivant. Absolument, tous les coups. Et on l'avait dit ici, avec ce cas de viol-là, ça en est terminé, il était politiquement enterré. Mais les gens se sont rendus compte que c'était de mise en chaîne ourdie contre lui par l'exécutif. Et puis finalement, ce passé, ce qui est arrivé est arrivé. C'est vrai que ce pas Sonko, je rappelle tout cela, c'est pour dire qu'il s'agit là de Sonko. On ne parlait pas de Diomaye Faye là. Il parlait de Sonko qui était le chef du PASTEF. Et bien finalement, il est en prison, c'est Bachir Diomaye Faye qui le rejoint en prison. Et finalement, les élections ont été organisées au forceps, il faut le rappeler, parce que Macky était contraint d'organiser les élections. C'est ce qu'il faut dire. Elle a été contrainte par la volonté populaire pour qu'il puisse organiser les élections. Les élections organisées, le PASTEF remporte, c'est vrai que ce n'est pas avec son chef qui est Sonko, mais finalement par Diomaye Faye, mais qui a été remporté, il faut le dire, parce que tout simplement il y avait quand même une volonté de rejet du système Macky Sall qui était là, palpable toujours, palpable partout, j'allais dire. Les Sénégalais n'en voulaient pas de Macky Sall. Et il y avait une alternative qui s'offrait à eux, c'était le PASTEF qui avait dit effectivement il y avait un changement. Parce que le programme, ils ont pris tout leur temps d'expliquer aux jeunes, voilà nos programmes, voilà ce qui existe déjà, voilà le système politique sénégalais, voilà ce que nous voulons et voilà ce que nous attendons de vous en tant que jeunes. On verra bien puisque ça ne fait pas une année d'abord. Je pense que nous sommes dans les premières années, donc je pense que dans la première année, je pense que on peut leur accorder le bénéfice du doute jusqu'à un certain niveau. Ils ont jugé nécessaire qu'il y avait un blocage institutionnel au niveau de l'Assemblée nationale, d'où l'anticipation de ces élections législatives. On a organisé les élections et je pense qu'ils ont vite vu, vite voir rapidement pour pouvoir dire attention, il faut qu'on essaye rapidement d'aller aux élections anticipées au risque de ne pas avoir la majorité requise au niveau de l'Assemblée nationale parce que finalement, vous savez, la gouvernance, plus ça évolue, plus il y a effectivement quelques déceptions et ça risquait de peser sur la balance si le PASTEF acceptait de rester avec cette cohabitation, avec la majorité qui est dévolue à l'ancien parti au pouvoir. Donc, ça allait pouvoir effectivement peser sur la balance. Finalement, on a anticipé. C'est à la surprise générale. J'apprends que même le PASTEF était même surpris de ce résultat. À la surprise générale, c'est-à-dire qu'il misait sur 110, 115 comme ça. 130 députés, ce n'était pas imaginable. Et nous avons vu finalement ce qui s'est passé. Finalement, ils ont la majorité requise. Ça veut dire qu'ils ont tous les leviers aujourd'hui, tous les éléments institutionnels pour pouvoir gouverner. Donc si le PASTEF échoue, c'est que le PASTEF n'aura pas d'argument. Parce que le PASTEF a tout et c'est dangereux. Absolument. Le PASTEF a tout. Aucun argument ne pouvait justifier cet échec-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un fardeau. Aujourd'hui. Et les promesses sont là. Elles sont vivantes. Les gens se rappellent de tout cela. C'est pourquoi, vous voyez-vous, comprenons Sonko qui ne veut pas quitter la primature.
c'est pas anodin non plus, parce que c'est lui qui est en charge de tout ce qui est audit là, de tout ce qui s'est passé. La révision de tous ces contrats avec les puissances étrangères, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est lui qui est en charge de tout cela. L'efficacité gouvernementale dont on entend au niveau des États-Unis ici, c'est dévolu au Premier ministre, chef du gouvernement, qui est Sonko aujourd'hui. Il a une mainmise là sur l'exécutif. Et je pense que c'est en commun accord avec son président qui a dit tout ce qui est réforme là, tout ce qui est audit là, tout ce qui est bonne gouvernance là, c'est le Premier ministre qui gère. Maintenant, les autres, l'autre, le président, lui, il essaie d'être transversal un peu partout, avoir un œil sur tout ce qui se passe là. Et je pense que au-delà de le fait de dire qu'ils ont condamné aujourd'hui à réussir ou à produire en tout cas des résultats, à créer la différence au niveau du Sénégal, mais aussi l'unité d'action de ces deux-là, entre Diomaye Faye et Macky Sall, parce que pour moi, l'une ne signifie rien sans l'autre aujourd'hui. La situation est de telle sorte que l'autre est devenu président. C'est vrai que le charismatique, le leader connu, c'est Sonko aujourd'hui. Mais Sonko, à ce stade-ci, il n'est rien sans Diomaye Faye. Et Diomaye Faye aussi, à la limite, il faut un duo. Il n'est rien sans Sonko. C'est vrai qu'il a un certain nombre de choses, mais à la limite aussi, Sonko PPG. Et je comprends Sonko aussi parce que le deal est que après mandat ou deux mandats, ça dépend de ce que l'autre va accepter. C'est Sonko qui doit venir naturellement. Et mais là, ça dépend du bilan de Diomaye Faye. Parce qu'on considère du PASTEF tout simplement. Diomaye président, on verra bien ce qui va se passer. Mais je pense que là, c'est pour cela, pour cette raison, j'ai dit aujourd'hui, il va pouvoir s'associer, faire en sorte que le changement soit effectif au niveau du Sénégal et que la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, s'ils sont là, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une jeunesse qui se battue contre vents et marins au risque de leur vie, avec plus d'une vingtaine de morts sous Macky Sall. On se rappelle de tout cela. Et je pense qu'il faut qu'ils essaient encore une fois de tenir compte de tout cela. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, je crois en eux, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mohamed Loba a souligné un aspect très important. Mohamed Ba, le PM, il faut le rappeler encore une fois, c'est cette tentation au détournement. S'ils arrivent à ne pas effectivement tenter ce chemin interdit en gouvernance, le détournement des républiques, il doit pouvoir effectivement forcément produire des résultats. Maintenant, s'ils pensent beaucoup plus à leur famille ou à leur poche, comme ce fut le cas de certains, ils vont naturellement échouer. Je pense que ça ne serait pas bon pour la jeunesse sénégalaise, parce qu'on dira que la jeunesse avait tort et qu'on avait tort de confier les destinées du Sénégal à la jeunesse sénégalaise. En quelques minutes, moi, mon souci, peut-être pour ces jeunes au pouvoir, j'aime bien les appeler comme ça, ces jeunes, pas présidents, mais les jeunes au pouvoir du côté du Sénégal. Ce sont les dossiers probablement au niveau international. C'est-à-dire, il y a eu des grands marchés, au Sénégal, il y a eu des gros contrats entre le Sénégal et beaucoup d'autres puissances étrangères internationales, sans nommer particulièrement un pays, et que ces jeunes ont essayé de mettre à côté pour vraiment remettre ces contrats et aller sur de bonnes bases. Est-ce que dans des conditions, si tout se passe bien, il n'y a pas de souci, le Sénégal va se développer avec tout ça. Mais maintenant, si des uns et des autres à l'international se sentent lésés dans ces contrats et pensent que ces jeunes sont venus pour vraiment mettre à nu certains contrats, mettre à nu certaines puissances même, présidences européennes ou américaines, qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce qu'on a vu beaucoup, le plus souvent dans des pays africains, il y a plusieurs façons de s'insérer, profiter des failles, des fissures, afin de créer de la zizanie, afin de lézarder, par exemple, l'union qui existe aujourd'hui entre les Sonko et Diomaye. Je pense que si ce n'est pas à ce niveau, cela pourrait encore faciliter grandement le développement ou le travail qu'a confié le peuple de Guinée, le peuple sénégalais à ces deux hommes à la tête de la primature, mais également du côté de l'exécutif. Autre chose, du côté de l'Assemblée, du fait que Sonko a jugé nécessaire de ne plus continuer parce qu'il a le travail, mais je pense aussi c'est tout à fait normal d'enlever les gants du niveau de la primature, au niveau de l'Assemblée, parce qu'il n'y a aucune force majeure au niveau de l'Assemblée sénégalaise qui peut l'obliger à vraiment aller boxer fort à l'intérieur, c'est-à-dire boxer, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, s'il n'y a pas un certain Macky Sall à l'Assemblée, s'il n'y a pas une certaine majorité ou une certaine égalité à l'Assemblée nationale, pourquoi
pourquoi il va aller à l'Assemblée encore pour pouvoir perdre un peu d'énergie. Je pense que tout est de leur camp, tout est là pour que vraiment ces jeunes arrivent à travailler normalement pour le Sénégalais, dans l'intérêt du Sénégal, mais également c'est à eux de faire attention, également comme on sait comment ça a fonctionné du côté de la France-Afrique, également, et qu'on n'arrive pas à profiter pour détourner l'attention de Diomaye, de Sonko ou de Sonko de Diomaye, parce que si ils arrivent vraiment à avoir la tête ailleurs, ne pas regarder ce que veut le peuple sénégalais, ce qui doit se passer pour le peuple sénégalais, ils arrivent à voir ce que veut la France, ce que veut le Sénégal, les États-Unis ou la Chine, ils ne regardent pas l'intérêt du peuple sénégalais, ils vont se distraire banalement, et un sujet de rien du tout pourrait les distraire, les opposer, et malheureusement le Sénégal va prendre un coup, et c'est la démocratie en général qui pourrait prendre coup en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas en Afrique. Oui, en une minute, hein, parce que là je ne veux pas te laisser trop courir. En une minute, c'est pour qu'on soit au complet et dire que là où je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est quand il dit que le président de l'Assemblée nationale n'aura pas cette influence, ce pouvoir-là. J'ai dit attention, on parle là de la séparation du pouvoir. Il a un pouvoir, son institution a un pouvoir. Donc je pense qu'il ne faut pas que le Premier ministre puisse avoir une telle conception de son futur président de l'Assemblée nationale. C'est une institution qui est en charge de voter les lois, de faire des propositions de loi, des projets de loi, j'ai envie de dire, mais aussi contrôler l'action du gouvernement. C'est le rôle dévolu à une Assemblée nationale. Maintenant, quand on dit que le président de cette Assemblée nationale n'aura pas d'influence ou de pouvoir, je comprends, puisqu'il a renvoyé son pouvoir au niveau des plénières et des commissions qui peuvent jouer un certain nombre de rôles. Mais je pense que là, il faut qu'on essaie d'accorder de l'importance au président des institutions, parce que ce sont ces présidents-là qui impriment une indépendance à ces différentes institutions. Bien, avant de clore cette émission, cette information, il n'y a pour l'heure pas de pénurie annoncée officiellement dans les stations. C'est vrai qu'il y a assez de voitures de ce côté. Attention aux spéculations pour ces personnes qui se hasardent une fois encore à revendre au prix légal indiqué par les autorités. Arrêté. 14 000, ce n'est pas le prix au niveau des marchés noirs, c'est à 13 000 que le Guinéen, pour une fois, change. Il faut qu'on change. Le changement doit commencer par nous. En attendant, c'est juste une façon de distraire, abuser, comme nous savons très bien comment on le sait, vers la fin d'année, il y a toujours des spéculations sur le marché, on essaie d'abuser, créer la crise, alors que la crise n'existe pas. Ça, c'est nous les citoyens. Et ça, il faut qu'on essaie de sortir de cela. Ça ne nous arrange pas, parce que si on augmente les prix, on augmente les tronçons, ça va se répercuter, même sur nous. Sur nous, ce qu'on va manger, le prix du pain, ça va flamber un peu partout, donc ce n'est pas bien. Pour le moment, officiellement, nous n'avons pas une augmentation de prix de carburant à la pompe. Donc, en tout cas, il faut le dire. Et pour le moment, la SONAP ou le gouvernement n'a pas parlé de pénurie. Que la SONAP se réveille enfin. Le sommeil est trop long. Yaya Diallo, merci. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à l'équipe technique du jour, conduite de ce côté par le seul Gakanké, important du pays, Moussa Dramé. Merci à la régie radio, la régie qui a été conduite par Kandé Sankon, l'enfant de Sira Modia. À la télé, Salimatou Sissé nous a accompagnés en duo avec l'infatigable Vaba Koivogi. À tous, merci de nous avoir suivis, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.